Nous enchaînons maintenant avec la question sociopolitique avec notre confrère Abbas Issaka qui nous a rejoint de Le Mania Libéré. Bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Nous attendons aussi un troisième confrère, espérons qu'il soit là. Et ainsi, à partir de ce moment, le club de la presse se transforme en mini-conférence de presse. Et devant nous, les journalistes, pour répondre à nos inquiétudes, Jean Kissi, secrétaire national du CA, député à l'Assemblée nationale. Et je rappelle également, Jean Kissi, que nous avons convenu avec la coordinatrice de la coalition qui vous a dépêché dans ce studio. Exact. Voilà les trois casquettes que vous arborez dans cette émission. C'est exact. Eh bien, Sylvestre Béni, Abbas Issaka et au confrère qui viendra, Jean Kissi est devant nous. Et nous allons tout faire pour qu'ils nous en disent le maximum sur la fin du recensement. Donc c'est aujourd'hui que la CENI a annoncé que le recensement prend fin dans la zone 2 et également dans tout le Togo. On verra après la suite du processus. Eh bien, qu'est-ce que le CA et la coalition pensent du recensement? Jean, Kissi nous en parlera. Comme ce problème de la recomposition de la CENI qui n'avance pas toujours avec toute la sérénité, il nous dira également et il reviendra également sur cette sortie médiatique que la coalition a opérée hier. Un document est sorti, nous en serons avec lui et je compte sur vous pour tirer du nez de notre invité tous les verres possibles. Sylvestre Béni. Non, nous sommes là pour ça. Eh bien, la première question est à qui veut la poser sur le recensement d'abord. Abbas Issaka. Bon, vas-y. Ok. Okay. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous avez suivi avec intérêt ce qui s'est passé au niveau du recensement électoral. Et puis, dans tout ceci, la C14 a appelé au boycott de ce recensement. Ce qui veut dire que les leaders des 14 partis politiques n'ont pas eu droit à ce recensement. Bon, s'il adviendrait aujourd'hui que, puisque au niveau de la C14, on estime que le recensement là doit être repris à zéro. Si le pouvoir continue son forcing et ne revenait pas sur sa position pour dire qu'on reprend, ou soit si le 15 novembre prochain, les experts de la CEDEAO qui sont là pour suivre le recensement validaient ce qui se passe actuellement, quelle serait la position de la C14? Jean Kissi. Merci. Non, d'abord, je considère que si un pouvoir veut s'enfermer dans un coin et vouloir lui-même aller trouver des électeurs fictifs pour aller à des élections, que voudrez-vous en faire? Est-ce que ça règle le problème togolais? La question qui se pose essentielle, que vous ne posez pas, c'est est-ce que ça règle le problème togolais? Même s'ils y vont, ils ne sont pas capables d'y aller. Même s'ils y vont, on dit chez nous, il n'y a que les pour contrôler. C'est le problème qui est là, qui demeure. Donc je crois qu'il faut s'effacer ça de la mémoire. D'abord, nous ne nous laisserons pas faire, mais ils n'iront pas comme ça. Alors, l'opération que vous appelez le recensement, chacun peut avoir son langage. Mais en réalité, ce qui se passe n'est pas un recensement. C'est une opération unilatérale, une opération illégale et unilatérale d'enregistrement fictif des électeurs. Voilà. Pourquoi vous l'appelez recensement? Un recensement veut dire qu'il y a un cadre organisé, que tous les acteurs qui ont le droit de participer aux élections sont là, participent, et que l'opération est lancée normalement. Alors, quand la machine RPT Unir prend ces machines qu'il avait commandées avant la feuille de route, met sur le terrain, et puis commence à enregistrer certaines personnes, et je vous dis, moi je continue de vous mettre au défi que, même par rapport au fichier électoral de 2015, qui était déjà corrompu, ce qui s'est passé dans la zone 1, ils n'ont même pas atteint 50% de ceux qu'ils ont l'habitude d'enregistrer. Ça veut dire que s'ils disent demain qu'ils ont atteint ce chiffre-là, c'est des anciennes listes qu'ils ont pris pour venir ajouter à ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que c'est les mêmes kisses
des mêmes opérateurs qui sont venus. Vous voulez que qui accepte pour aller aux élections? Si les choses sont pipées d'avance, eux-mêmes ils ont préparé leur truc. Vous voulez que qui aille aux élections avec ça? Vous allez maintenant dans la zone 2, où on a enregistré plein de mineurs. Les écoles telles qu'on les construit au Togo sont là. Les mineurs aussi sont là. Les cartes d'électeurs de certains mineurs qu'on a enregistrés, vous voyez le mineur avec la photo et vous voyez sa carte d'électeur qui est affichée. Et des gens peuvent avoir l'outrecuidance de se permettre de dire qu'on n'a pas enregistré des mineurs de 11 ans ou bien de nous dire qu'en réalité c'est la première réaction de membres de la CENI qui est sortie, que parmi les opérateurs, il y a aussi des opérateurs de l'opposition qui auraient pu faire enregistrer des mineurs pour pouvoir prendre les photos pour discréditer le processus. Mais vous avez vu ça, c'est mouse. C'est-à-dire que c'est de l'incongruité mouse. Ça, mais qu'est-ce qu'on veut pour en arriver là? Vous avez un pouvoir en main, vous êtes au pouvoir, vous êtes au gouvernement, vous êtes l'État. Ça veut dire que vous devez donner une image à notre pays. Mais quel est cet intérêt-là de pouvoir que vous en voulez? Les gens veulent le pouvoir comme la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que on dit sur WhatsApp la vraie sorcellerie ici, c'est l'instinct de conservation du pouvoir. Qu'on est capable de tout. Mais c'est incroyable. Merci Jean. Ici, on peut comprendre qu'à la coalition, vous ne soyez pas d'accord avec la façon dont le recensement se fait, d'accord, mais quant à dire que c'est une opération illégale, ici on peut vous dire non, parce que le gouvernement a pris un décret ouvrant les opérations de recensement, et ce recensement est fait par la CENI, qui est prévu par le cadre électoral. Qu'est-ce que vous appelez la CENI? Pas le code électoral. Cette CENI n'est pas prévue par le code électoral. Je suis désolé. La CENI qui doit faire les opérations électorales, cette CENI-là, c'est la CENI inclusive que la feuille de route de la CEDEAO a mise en place. Alors, pour celui qui ne sait pas lire, on ne peut pas me faire dire, vous savez, je vous donne un élément important. Et je dis, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Vous savez, on va revenir dessus, mais cet élément-là, juste pour illustrer. La dernière fois qu'on était à l'Assemblée nationale, avant de procéder à la nomination des 3 personnes de la société civile et des extra-parlementaires, le président de l'Assemblée nationale même dit que notre règlement intérieur est là. Mais comme il y a un accord, la feuille de route de la CEDEAO et la décision qui a suivi, donc on va essayer un peu de voir dans notre règlement intérieur, mais à situation exceptionnelle, on prend des dispositions exceptionnelles. Et donc la disposition qu'on a prise pour nommer les gens, c'est une disposition qui est liée à l'accord. Ça veut dire que lorsqu'il y a un accord, quelles que soient les lois qui sont dans la République, c'est l'accord qui fait foi. C'est l'accord qui patronne. Et cet accord dit, c'est une CENI inclusive. Avant qu'il ne commence l'opération, l'accord est venu encore dire, c'est 8-8. Monsieur Sass, si on commence des opérations par une CENI qui n'est pas 8-8, vous pouvez avoir le courage d'aller dire que c'est la CENI. Demain, l'histoire peut vous rattraper. Parce que les allégations peuvent dire, demain on peut vous dire devant la justice, les allégations disent, le texte de la nation dit celui-ci, l'accord dit celui-ci, et vous êtes venu dire ça. Mais vous êtes même en train d'enfreindre la loi en réalité. Sylvestre Béni. Oui, Jacques, ici vous avez la coalition aussi, j'ai dit la coalition, vous avez appelé au boycott. Il y a certains qui ont suivi ce mot d'ordre-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quand même rassurer les Togolais, parce que les Togolais vous écoutent, est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui les Togolais que ce recensement-là sera repris pour que eux aussi aient leur carte d'électeur? Alors justement, avant votre réponse, un autre ami à vous, Éric Dupuis de l'ANC, a accordé une interview dans les colonnes de l'Indépendant Express parue hier. Dans cette interview, Éric Dupuis dit, je cite, « Aujourd'hui, il est patent qu'aucun parti de la coalition n'est partie prenante pour les législatives du 20 décembre 2018. Il continue, nous disons tout simplement qu'il faut reprendre ce recensement électoral. C'est un peu le même discours que vous tenez, vous la coalition, Madame Adjamagbo, plus précisément. Alors, je rejoins la question de Sylvestre Béni. À la coalition, comment est-ce que vous pensez vous investir pour que le recensement soit effectivement repris? Oui, c'est simple. Je crois que tous les Togolais ont la responsabilité d'agir pour que ce recensement soit repris.
Ça, je vous assure que dans les prochains jours, les Togolais agiront pour que ce recensement soit repris. Vous savez, lorsque les gens agissent dans l'illégalité, lorsqu'ils sont dans le cercle de la dictature, lorsqu'ils sont dans le non-droit, vous ne pouvez pas croiser les bras et les regarder. Le minimum que vous pouvez offrir dans votre pays, c'est de combattre pour les droits, c'est de combattre pour l'état de droit et c'est de combattre pour la démocratie. Tout ce qui se fait illégalement, parce que moi, ce qui est en cours, c'est un coup de force électorale qui est encore en cours. La dernière que nous avons en mémoire a été suivie par la CEDEAO. C'était en 2005. Et elle s'est soldée par plus de 800 morts selon l'ONU, 1500 morts selon d'autres organisations, et même leur rapport interne qu'ils ont fait dire au minimum 150 morts. Ça, 150 morts, ce n'est pas suffisant pour que l'histoire apprenne qu'on n'a plus le droit à ça. Mais je reviens à un peu de la question d'Abacha Issaka. Alors, auprès de la CENI se trouvent les experts et les observateurs électoraux de la CEDEAO. Alors, si la CEDEAO n'invalidait pas le recensement tel que la CENI le fait actuellement, est-ce que la coalition ne risque pas de se retrouver dans de beaux draps? Ce qui se fait là ne peut être qu'invalidé par la CEDEAO. Parce que d'abord, il est illégal et unilatéral. Ils ont demandé un processus inclusif et consensuel. Si ce qui se fasse est illégal et unilatéral, ils ne peuvent que l'invalider. Ce serait sortir totalement de la raison que de ne pas le faire. Ça, c'est un. Deux, je voudrais vous dire, les experts ne sont pas auprès de la CENI Kadanga. Alors là, comprenez-le bien, parce qu'ils nous ont rencontrés. Ils nous ont dit, ils vont voir tout ce qui se passe. Ils sont venus discuter avec nous, parler avec nous, faire l'évaluation avec nous. Ils nous ont dit qu'ils ont rencontré les gens du parti UNIR. Ils ont vu l'actuel CENI. Et ils ont demandé ce que nous voulons envoyer là-bas. Donc, ils font l'évaluation de tout ce qui se fait. Il ne faut pas laisser aux Togolais l'impression qu'ils sont là au service ou en train d'assister la CENI Kadanga. Non. Ils sont en train de faire cette évaluation et ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de décision à prendre par le truchement du président de la commission de la CEDEAO. Ils vont faire un rapport aux facilitateurs qui vont décider. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Merci. Encore une, deux questions sur le recensement. Sylvestre Béni? Non, pas sur le recensement. Moi, je voudrais... je voudrais qu'on clôture le recensement avant de passer au chapitre suivant. Abbas? Oui, sur le recensement, exactement par rapport au comportement, à l'attitude de la CEDEAO, parce que actuellement tout le monde est suspendu. La C14 surtout est suspendue au principe, aux décisions de la CEDEAO, parce qu'à chaque moment, puisqu'il faut suivre la feuille de route là qui a été tracée. Et aujourd'hui, les choses se passent tout comme si la CEDEAO s'était et laisse faire. Et la question que je voulais poser, est-ce que vous avez plusieurs fois rencontré par rapport à ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous avez des rencontres avec les facilitateurs? Quelle est leur position actuelle? Ou bien ils attendent d'abord le 15 novembre prochain l'audit du fichier électoral par les experts qui vont faire le rapport avant d'agir? Jean Kissi? En fait, nous leur signalons tout ce qui se passe. Nous tous, on attend leur venue. Ils ne sont pas encore venus. Alors, ce qui nous rassure un tout petit peu, c'est que entre le 31 juillet et le 23 septembre, le problème de la CENI avait été posé. Il fut arrivé un moment, tout le monde était convaincu que la CEDEAO ne pouvait rien faire. C'était même acquis. Certains des journalistes, parce que les gens de UNIR eux-mêmes n'ont pas le courage d'aller sur les médias pour défendre leur position, certains nous disent, et vous savez de qui je parle, qui au pluriel, que vous allez prendre vos 4 places à la CENI, sinon c'est fini pour vous. Vous savez bien de qui je parle. Mais ils sont venus le 23 septembre et ils ont donné des décisions. Donc nous avons l'impression que leur méthode, c'est qu'ils viennent, ils donnent une décision, ils reculent, ils suivent la situation et puis ils reviennent encore donner une décision. Donc nous avons l'impression que c'est la manière dont ils fonctionnent. Au demeurant, ce que nous savons, c'est que quels que soient ceux qui vont venir, parce que les facilitateurs ne sont pas des présidents du Togo, c'est des présidents d'autres pays. Et nous avions demandé que les Togolais eux-mêmes s'asseyent et que ceux-là ne fassent que nous accompagner. Vous vous souvenez de la note du CAR. Oui. Mais je voulais dire par là que quel que soit ce qui se passe, ce n'est que lorsque vous-même vous mobilisez que les gens vous accompagnent. Les grands ambassadeurs ici nous ont dit d'habitude que ce n'est pas à eux d'aller obliger un pouvoir à faire tel.
C'est parce qu'une situation est telle qu'ils sont obligés de dire au pouvoir, mais ça ne peut pas continuer, vous devez bouger. Donc c'est aux Togolais eux-mêmes de déterminer ces genres de choses. Et je voudrais finir en disant, vous avez vu lorsqu'on dit que ce n'est pas au Togo qu'on enregistre les mineurs. Moi j'ai vu une image d'un certain, je ne sais pas si le colonel commandant qui s'appelle Kouloum, qui a fait des réunions politiques dans un grand lycée avec des élèves. Vous avez vu les élèves qu'on a rassemblés là-bas et à qui ils demandaient, les images sont là. Ça aussi c'est traficoté. Le meeting de M. Kouloum avec les élèves, les enfants là, à qui on demande d'aller se faire recenser, c'est traficoté. Un meeting que le major Kouloum aurait animé dans un établissement scolaire, au fait avéré que des mineurs se soient fait avérer, il y a quand même pas. Oui, mais qu'est-ce qui permet à un homme de l'armée, à la retraite ou je ne sais pas, qu'on l'autorise dans une école, pendant la période d'école, dans une période électorale, à aller, on lui livre tous les élèves, et lui leur intime l'ordre d'aller se faire enregistrer. Vous justifiez ça légalement, ou bien c'est éducatif, ou je ne sais pas. Je voudrais savoir là où votre démonstration voudrait venir. Non, je voudrais seulement situer que le major Kouloum et ses amis ont fait un meeting, mais le meeting n'a pas été fait dans une salle d'enrôlement. On sort les élèves en classe en tenue d'école pour qu'un commandant ou truc leur fasse des meetings. Jacques, ici sur le recensement, le confrère, le journal La Libération écrit aujourd'hui, recensement dans la zone 2, le président de la CENI, professeur Kadanga Kodjona, sur le terrain pour constater de visu le déroulement des opérations. Autre journal, Fraternité, qui écrit enrôlement nocturne de mineurs, des fous et autres. Quelle crédibilité pour le fichier électoral en vue? Et pour sa part, le Messager, lui, écrit recensement électoral dans la zone numéro 2. Qui a enrôlé les mineurs? Où ont-ils été enrôlés? Et le Messager donne la parole au professeur Kadanga qui dit si ces cas sont avérés, je peux vous assurer qu'ils ne seront pas pris en compte. Et juste comment? Non, nous citons juste le oui, mais comment ils vont pas être pris en compte? Vous irez le lui demander, Jean Kizzi. Okay. Alors pour la suite, si les opérations de recensement prennent fin aujourd'hui, la suite, Sylvestre Béni, c'est que un mois après le recensement, une liste provisoire sera éditée et la CENI procédera alors au traitement des contentieux et enlèvera les doublons, s'il y en a. Et les listes électorales définitives seront éditées le 1er décembre et la campagne électorale débutera donc le 4 décembre. C'est la suite du chronogramme de la CENI quand les opérations de recensement auront pris fin aujourd'hui. Oui, en fait, c'est le chronogramme, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a tellement donc d'irrégularités, il y a tellement donc d'incompréhension. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans un cafouillage monstre aujourd'hui. Nous n'arrivons même pas à nous positionner. Qui fait quoi? Où est-ce que ce processus-là nous amène? Franchement, c'est un grand point d'interrogation. Et moi, je l'ai toujours dit. Il faudrait pour une fois, nous sommes venus de loin, nous avons enregistré des morts, il faudrait pour une fois qu'on prenne le temps de mieux faire les choses. Donc aujourd'hui, donc je crois que c'est le gouvernement qui doit être au finish responsable de tout ce qui se passe. Et je crois que nous allons revenir là-dessus. Nous, aujourd'hui, au niveau de notre rédaction, nous disons justement que ça sent que ce scrutin-là, ça sent encore le chaos, parce que quand on voit la manière dont le processus est conduit par un gouvernement qui ne cherche qu'à faire à sa tête, qui ne cherche qu'à faire du forcing, quand les gens passent outre les tests de la République et ne font que ce qui leur plaît, ce qui est lié à leur instinct, moi je me dis que où allons-nous? Qu'est-ce que les gens veulent faire de cette République? Alors il y a tellement d'interrogations aujourd'hui que finalement nous n'arrivons même pas à nous positionner et c'est triste. Merci beaucoup. Eh bien, nous ouvrons le chapitre de la recomposition de la CENI. Jean Kissy, c'est depuis le 23 septembre qu'il a été convenu avec le comité de suivi de la CEDEAO, le processus par lequel la CENI devrait être recomposée pour devenir équilibrée, inclusive, mais on attend toujours. Et puis le lundi dernier,
il y a cette séance-là qu'un journal qualifie de film Kung Fu. Alors dites-nous comment vous les députés, vous avez pu vous livrer à ce jeu-là. Non, en fait, il s'agissait vraiment d'un, je ne sais même pas comment l'appeler, hein, c'était ahurissant, c'était indescriptible. Alors, ce que moi j'ai vu là-bas, j'ai vu souvent des choses qui sont passées dans des assemblées où les gens sont même venus aux mains, mais c'est surtout, au-delà de tout ce qui s'est passé dans toutes les assemblées que j'ai connues, jamais un président de l'Assemblée n'est venu à cette situation-là, où il décide de non, je vais marcher, j'y vais, personne ne va m'arrêter, j'impose. Non, mais j'ai jamais vu. Alors, comment on a commencé? Quand on est venu, d'abord il y a eu un long ordre du jour. Et puis, on a vu que dans l'ordre du jour, tous les points contenus dans l'ordre du jour, ils ont dit que le document n'est pas là. Et finalement, il restait que ce point-là. En fait, c'était une manœuvre juste pour nous amener, pour nous coincer en catimini sur l'élection des membres de la CENI. Il y avait même une discussion législative. Et c'est dans la salle, alors qu'on distribue les textes avant. Vous devez les lire. Vous ne pouvez pas aller dans une salle et ne pas connaître un texte et discuter. Un rapport d'une loi que vous devez voter. C'est dans la salle que la présidente de la commission nous dit que le texte n'est pas prêt. Le jour là même, on nous dit le compte rendu de la précédente séance qui a été consacrée à l'élection des 3 et à la nomination des 3 devant représenter les extra-parlementaires et la société civile, que le rapport n'est pas prêt. J'ai compris finalement que si le rapport était prêt, il va y avoir les éléments de la procédure dedans. Parce que la procédure que nous avions adoptée pour cette élection-là, nous l'avions adoptée à la précédente procédure. Comme ils ont en tête de violer la procédure, s'ils font le rapport et après ils font une autre procédure, les journalistes qui sont dans la salle vont déduire en même temps, ah, il y a une autre procédure qui avait été définie et ils font une autre procédure. Donc du coup, ils n'ont pas fait passer le rapport. Le président dit, il a lu le rapport, il a vu que le rapport n'est pas bon. Et si le rapport n'est pas bon, on le lit, nous faisons toutes ces observations. Quelqu'un n'a pas le droit de décider seul que le rapport n'est pas bon. Il est président, mais il est député comme moi. Monsieur Dramani n'est pas élu avec d'autres voix que moi. Il est député comme moi. C'est pour ça que dans les pays anglophones, on les appelle des speakers, le porte-parole de tous les députés. Il n'est pas, les députés ont le même droit. Alors, nous n'avons pas compris comment les choses ont été faites comme ça. Et puis, il dit qu'il y a un problème de l'UFC et il demande à aller en concertation. On va en concertation, on est 3-3. De notre côté, lui et les membres de son bureau, lui et 3 membres de son bureau, oui, ils sont 3, et de notre côté 3, Doug Bruce, moi et docteur et professeur Gogué. Alors, comme c'est moi qui avais suivi le dossier avec Isabelle Améganvi avant qu'il ne parte, on m'a donné la parole. Et pour faire simple, moi j'ai situé les choses. J'ai dit tout simplement qu'à la précédente séance, nous avons convenu d'une chose. Nous avons convenu dans un premier temps que le scrutin se fera au scrutin de liste plurinominale à main levée. Ça veut dire qu'il va y avoir une seule liste et sur la liste, il va y avoir 5 noms. On montre toute la liste et ceux qui votent pour toute la liste, pas uninominale, mais plurinominale. Ceux qui votent pour toute la liste lèvent le doigt. Ceux qui votent contre toute la liste lèvent le doigt. Et ceux qui font abstention lèvent le doigt. On comptabilise et on proclame les résultats. Scrutin de liste plurinominale. C'est ce que vous avez convenu. On avait convenu. Ça devait être secret, mais c'est là où le président a dit, comme il y a l'accord, situation exceptionnelle, on sait que tout le monde va respecter l'accord, donc on vote à main levée. Sinon, le texte, l'article est ici, il dit au scrutin secret. Mais nous avons convenu de faire à main levée. Voilà ce qui a été décidé. Donc j'ai rappelé ça, 1. 2, j'ai rappelé que la synthèse que j'ai devant moi ici dit que c'est les partis en présence, écrit avec eux. Ça veut dire que le pouvoir et la coalition des 14 qui envoient les listes. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous pouvons, en tant que C14, choisir dans plusieurs choses. Nous pouvons choisir dans la corporation de la presse si nous connaissons quelqu'un qui a des qualités de siéger à la CENI. Mais c'est nous, la coalition, qui doit signer les 8 qui doivent y aller. Et que par conséquent, le président a dit à la précédente séance que le pouvoir ne va pas s'immiscer dans la désignation de nos 5.
Et c'est sur cette base-là qu'on a convenu et qu'on a conclu que ça doit avoir lieu. Du coup, ils ont été bloqués avec ce rapport assez droit que j'ai fait. Et ils ont reconnu que Kissi a totalement raison et Kissi a fait le rapport exact tel que ça se passe. Et puis, ils recommencent que non, il y a le problème de l'UFC, que le comité de suivi n'a pas réglé, que ce n'est pas notre problème, que c'est le comité de suivi qui n'a pas bien fait son travail. Moi, je leur demande, mais qui vous dit que le comité de suivi n'a pas bien fait son travail? Qui vous dit? Eux, ils ont dit, la coalition désigne 8. Donc, pour eux, ils sont entiers, le travail est fait. Sauf Jean Kissi, que dans le communiqué du comité de suivi, il n'est pas fait mention de la coalition, mais plutôt de l'opposition parlementaire. Non, il est fait mention des partis, eux. Je peux vous le lire. Les parties prenantes au dialogue. Les facilitateurs se félicitent de ce que toutes les parties sont favorables à l'équité au sein de la CENI pour qu'elle soit inclusive, conformément au code électoral, pour conférer aussi à l'institution toute la confiance requise pour organiser des élections ouvertes et sincères dont les résultats sont acceptés par tous. Ça vient. Aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, P-A-R-T-E-T-I-E-S, pour chacune des parties, comme le prévoit du reste la loi, de désigner librement ses 5 représentants. 2 points. Et il commence par citer le code électoral. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. Donc c'est la coalition qui désigne 5 pour l'opposition parlementaire. Il y a le pouvoir de désigner. Ceux qui peuvent être dedans peuvent venir de n'importe quel bord. Mais le pouvoir de désigner n'est donné qu'à la coalition. Et personne d'autre ne peut intervenir dedans. Et la coalition a désigné ces 5. Comment avons-nous désigné nos 5? Nous avons fait un schéma de 3-1-1. L'ANC, qui a 16 députés, prend 3. Arc-en-Ciel, qui a été mandaté avec 6 députés, prend 1. Il y a 2 autres qui ensemble avaient été mandatés par 6 députés, dont nous disons qu'il y a un qui n'est pas de l'opposition, mais qu'à cela ne soit. En 2013, parmi eux 2, l'un avait pris. Adi avait envoyé un candidat qui avait été recalé au dernier moment. Et cette fois-ci, nous avons décidé, toute cette entité-là, de donner à l'Adi. C'est comme ça que nous avons décidé en notre sein. Et au demeurant, ça ne regarde pas le pouvoir, puisque nous ne savons pas comment ils ont choisi. Comment ils ont choisi M. Kadanga, comment ils ont choisi Latifou, nous ne savons pas. Nous n'avons pas à nous mêler. Et ils ont juré qu'ils ne vont pas s'y mêler. Voilà, le texte est clair. Donc c'est sur cette base que nous sommes partis. Et puis ils nous disent, non, bon, en attendant, comme le cas de Omao se pose, afin que le comité de suivi ne vienne le régler, eux, ils veulent nous donner la chance de siéger, donc ils veulent voter 4. Mais j'ai dit, je n'ai pas une liste de 4, j'ai une liste de 5. Nous avons fait ce travail avec Isabelle Ameganvi. Isabelle Ameganvi est partie. Comment moi je peux prendre la responsabilité de désigner 4 parmi ces 5? Qui voulez-vous que je laisse de côté? Le type de l'ADI? Le type du CAR? Qui voulez-vous que je laisse de côté? Donc on n'a pas trouvé de compromis, on est allé dans la salle. Et dès qu'on est allé dans la salle maintenant, il a voulu faire un passage en force. Le président Dramani. Voilà. Et c'est là où nous n'avons pas accepté. Et c'est dans ce contexte-là que vos collègues ont procédé à la nomination. Non, ils n'ont pas procédé à la nomination. L'acte a été fait par les députés qui ont procédé à la nomination de 4 nouveaux membres de la CENI. Je suis désolé, aucun acte n'a été fait. Aucun acte n'a été fait. Les médias ont publié. Jusqu'à présent, nous cherchons comment ça s'est passé. Ça, vous avez vu les vidéos. Dans ces vidéos-là, combien de personnes ont voté pour Atanti? Combien n'ont pas voté pour lui? Combien ont voté pour Pedro? Combien n'ont pas voté pour lui? Dites-moi, comme vous dites, en tant que journaliste. Nous avons vu la vidéo, mais nous avons aussi suivi le reportage de la télévision nationale. Et en principe, l'information donnée par un média public, un média d'État, c'est un peu la version officielle du gouvernement. Oui, mais vous êtes là. Ce n'est pas une séance fermée. Hein. Ce n'est pas une séance à huis clos. Vous êtes là, vous dites, vous n'avez rien vu. Mais vous avez vu un média d'État qui est à la solde d'un pouvoir. Et lui, il proclame un résultat. Il a trouvé ce résultat où? On était dans la salle. Nous, on criait. Des gens tapotaient sur la table. Les gens de Uni aussi criaient. Hey, nous allons voter. Hey, nous allons voter. Le président Dramani prend le papier. Il égrène quelques noms. Je ne sais pas quel nom il a cité et quel il n'a pas cité. Et puis il dit, la séance est terminée. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp là. Ce que les gens oublient, c'est qu'aujourd'hui, nous avons WhatsApp. Toute cette image est sur WhatsApp. Et puis après, une série de 4 noms dont on a enlevé le nom de Pedro Amouzou est envoyé sur les médias.
Qui a eu l'outrecuidance d'envoyer ces noms-là au niveau des médias officiels? Quand Christophe Tchao était chez mon cher collègue Christophe Tchao et député Christophe Tchao était chez Joachim. Joachim, c'est quoi? Sur Radio Victoire. Sur Radio Victoire, on lui demande, mais comment avez-vous fait pour exclure Francis Pedro? Mais combien ont voté et combien n'ont pas voté pour lui? Il dit, lui ne sait pas, il y avait du cafouillage, il ne sait pas qui. Mais vous ne savez pas, mais vous avez proclamé, vous avez envoyé des noms à la TVT. Qui s'est enfermé où pour envoyer les noms à la TVT? Nous avons besoin de savoir. Merci, mais justement, nous voulons savoir, et merci d'être à nos côtés pour nous éclairer. Sylvestre, juste avant votre question, ce que quelques confrères ont écrit sur la scène à l'Assemblée nationale, le messager qui écrit « Composition de la CENI, malgré la tentative d'empêchement du vote, les députés ont fini par élire 4 des 5 membres restants. Le cas UFC désormais laissé à l'avis du comité de suivi. » Ça, c'est le confrère, le messager. Pour sa part, Libération lui écrit vers une CENI inclusive. 4 représentants de l'opposition parlementaire désignés. Autre journal encore, Le Dialogue, qui écrit désignation des représentants de la C14 à la CENI. 4 membres des 5 représentants nommés par les députés sur fond de cafouillage. La coalition s'oppose à leur prestation de serment et menace de reprendre la rue. Autre journal encore, Togo Matin, qui écrit CENI, nomination de 4 membres de la coalition. Le regroupement exprime sa colère et menace de retourner dans la rue. Nous continuons avec le Triangle des enjeux, qui écrit crise politique, CENI paritaire, élection législative, la mauvaise foi du pouvoir de Faure Gnassingbé, le répugnant rôle de l'UFC. Et Liberté, qui continue, qui écrit que la CENI n'entrera à la C14 n'entrera à la CENI qu'en cas de parité. Et la dépêche aussi, pour finir par là, écrit que les 7 membres de la coalition ne prêteront pas serment à la CENI. Maintenant, votre question, Sylvestre Penny. Oui, et on verra qu'ici, nous avons eu dire que l'UFC se dit qu'ils ont 2 députés, a dit à 2 députés. Et donc, pour faire balancer du moins les voix du côté de la coalition, il y a la députée indépendante, je parle de Madame Koupoka de Sursaut National, qui a démissionné, et qui a rejoint le groupe ADI. Normalement, quelle devait être la procédure une fois qu'elle a démissionné et elle a rejoint le groupe ADI? Merci. Alors, c'était la deuxième phase. C'était après ce que vous appelez le Kung Fu que la deuxième phase s'est passée. La première phase, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ça qui a abouti à cette séance où les collègues ont cru que parce que je suis svelte, ils peuvent facilement me taper. C'est naissance. Ils ne savent pas comment le gladiamo pour me vélo. C'est naissance. Donc, c'était la première phase. Dans la seconde phase, lorsqu'ils sont revenus maintenant sur le pied de guerre, le président a voulu faire du forcing. Il a même refusé que les gens parlent. Il ne voulait même plus laisser les députés s'exprimer. Alors, Monsieur Dobrousse, Maître Dobrousse, le député Dobrousse qui pilote le dossier, a tempêté, et il a pu parler un peu, mais le président ne voulait pas écouter. Et c'est là où ce coup de théâtre était venu. Parce que comme le pouvoir soutenait le cas de l'UFC, etc., ce n'était même pas ça le problème. Mais Madame Koupoka a demandé la parole, et le PA lui dit, bon, lui, il ne laissera plus personne parler, à moins que ce soit un élément nouveau qui soit venu. Si c'est un élément nouveau, il donne la parole. Et Mme Koupoka dit que c'est un élément nouveau. Et on lui donne la parole. Moi-même, j'étais surpris. Et il déclare qu'il démissionne de Sursaut Togo et il rejoint de Sursaut National et il rejoint la sensibilité parlementaire ADI. Il le déclare. Et le président constate, l'accepte et lui dit ok, après on n'a qu'à formaliser ça aussi par écrit pour qu'on puisse le garder dans les documents. Et puis il dit la procédure continue. Et c'est là où le docteur Kampatip dit non, la procédure ne peut pas continuer. Il y a un élément nouveau qui change la donne et il doit tenir compte de cet élément nouveau là. Est-ce qu'il est d'accord qu'il y a un élément nouveau qui s'y ajoute? Le président de l'Assemblée répond oui, il y a un élément nouveau, je reconnais que ça change la donne, mais je continue.
Ils ne sont pas en mesure de caler. Voilà. Et c'est là où la dernière scène que vous avez vue finalement est venue. Je voudrais à ce niveau-là faire une révélation. Alors, lorsque nous sommes allés en concertation, un élément est avancé. Et moi, j'ai l'impression que depuis qu'on joue ce truc-là, vous pouvez dire que vous croyez ou vous ne croyez pas. Hein. Mais vous avez l'impression qu'il y a une main divine qui joue. Et je ne veux pas m'enfoncer dans de l'illusion. Alors, ce jour-là, on était en discussion, en concertation, lorsque je lisais le règlement intérieur pendant que Maître Dobrousse parlait, et en ce moment précis, le député Christophe Tchao faisait la démonstration. Vous voulez qu'on prenne vos 5, mais vous savez que l'UFC est là. Si on prend vos 5, ça fera 6. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pour ça que nous, on voulait faire passer vos 4 en attendant. Et alors, je tombe sur l'article 19 du Code électoral qui dit que les membres de la CENI sont nommés pour un mandat de 1 an renouvelable. Et on savait que ce jour-là, à 0 heure, le mandat de 1 an de Humao était en train de finir. Ça veut dire que s'ils avaient la volonté, ils pouvaient attendre 0 heure et ce problème pouvait être réglé. C'est-à-dire la nature a réglé le problème. Je crois que cette révélation-là a fait qu'ils se sont dit, mais si on ne fait pas passer aujourd'hui, il y a un élément nouveau qui peut jouer à l'avantage de l'opposition. Alors il fallait, avant que la séance de ce jour-là ne se clôture, faire passer le coup de force. Alors vous citez votre collègue Tchao. Nous l'avons aussi écouté sur la TVT donner un peu la version du président Dama Dramani qui disait que il semble que vous, la coalition, vous avez écrit à la CEDEAO sur le cas de la CENI et que l'UFC aussi a écrit à la CEDEAO sur le même sujet et que le président Dama Dramani proposait que l'Assemblée statue sur 4 places en attendant la décision de la CEDEAO sur le cas UFC. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci Sass. Merci. Les dieux du Togo sont bons en ce moment. Oh non, les dieux sur... Dieu est toujours bon. Non, mais ils sont sur un cheval blanc en ce moment. Vraiment. Vraiment. La dernière fois, j'ai eu la chance de rentrer en ligne lorsque le président Tchao était en ligne au niveau de Radio Victoire. Demandez à tous vos confrères qui l'ont suivi. Je lui ai demandé de nous citer au moins l'extrait ou la copie de la lettre où nous avons saisi la CEDEAO pour la question de l'UFC. Jamais. Jamais. Pour que pour nous, c'était réglé. Pour nous, la décision de la CEDEAO que je viens de vous lire là était claire. Et pour information, lorsque nous avons envoyé nos 8 noms le 30 septembre, nous avons informé la CEDEAO en disant nous avons fait notre part de travail. Comme nous l'informons de tout ce qui se passe au Togo. Jamais, UNIR n'a qu'à sortir la lettre dans laquelle nous avons écrit à la CEDEAO pour recuser l'UFC et que l'UFC... Pour nous, un problème UFC même ne se pose pas, puisque le 1 qui se partage là, c'est l'UFC qu'il a eu en 2014. Cette fois-ci, nous avions décidé de le donner à l'ADI. Point. Aucun problème ne se pose. Si le problème ne se pose pas, comment pouvons-nous saisir la CEDEAO? Abbas Issaka? Ouais, je voudrais juste revenir par rapport à cette... Aujourd'hui, on voit que c'est un seul siège qui est en jeu et qui bloque le processus au niveau de la CENI. Et on se bat pour ça. Vous n'êtes pas en train de voir qu'il y a un problème d'intérêt là-bas. Et entre-temps, on a appris que l'UFC avait a voulu engager une discussion avec la C14 sur cette question de siège à partager. Je ne sais pas si cette information est vraie. Est-ce que entre-temps, l'UFC a pu demander une rencontre à discuter avec la C14 par rapport à ce siège? Jean Kissi? Moi, je sais que l'UFC allait saisir le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'il veut maintenir son siège. Il nous a envoyé une copie de la lettre. Et on lui a dit la procédure par laquelle nous avons désigné que cette fois-ci, on donne à l'ADI. Demain, si ça ne change pas, si on organise les locales avant les législatives et qu'on est dans la même constellation, on peut voir si l'équilibre permet encore qu'ils prennent encore une fois. Mais cette fois-ci, il faut que quelqu'un aussi prenne. Ce problème est réglé en notre sein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas eu de... Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une manœuvre. Parce que le pouvoir avait la pression. Le pouvoir a fait de la résistance sur la question de l'UFC
pour nous suggérer d'aller en discussion avec l'UFC alors qu'un problème UFC ne se pose. Nous, on a notre schéma. Cette fois-ci, c'est l'ADI qui prend. En fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il nous pousse dans une discussion avec l'UFC pour aller dire à l'extérieur que c'est l'opposition qui n'arrive pas à s'entendre. Nous ne sommes pas rentrés dans ce jeu. Et ça leur a fait très mal. 93.5 Canal FM. Ici au studio avec autour de nous les confrères Gadiel Tchonyadi, Abbas Issaka, Sylvestre Béni en face de nous pour répondre à nos questions dans cette mini-conférence de presse. Jean Kissi au nom de la coalition. Avant la pause, Abbas Issaka avait posé une question. Jean Kissi, et comme l'écrit Liberté, la coalition n'entrera à la CENI qu'en cas de parité. Vous avez déjà, grosso modo, enfin pas grosso modo, Kaha, 7 représentants de la coalition à la CENI. Pourquoi vous ne les laissez pas, les 7 là, prêter serment, commencer le travail, en attendant qu'on résolve le sort du 8e poste? Non, pour 2 raisons. Accepter 7 violerait la décision de la CEDEAO. Parce que la décision de la CEDEAO dit 8. Donc accepter, nous n'allons pas violer pour nous opprimer nous-mêmes. Quand même, on n'est pas des sadomaso. Non, ça, on ne va pas faire ça. Ça, c'est un. Mais de l'autre côté, dans les cas extrêmes, vous savez que s'ils arrivent à avoir un parmi nous au niveau du gouvernement, ils ont alors un cheval de 3 chez nous. Parce que leur 8 plus le 1 suffit pour prendre toute décision. C'est vrai, oui, en cas de vote à la CENI, c'est vrai que généralement c'est le consensus. Mais lorsqu'il n'y a pas de consensus, en dernier ressort, il y a un vote qui intervient. Et lorsqu'ils ont 9, vous pouvez avoir gagné. S'ils disent qu'ils ont 9, ils peuvent détourner tous les résultats. Dans ces conditions, comment pouvez-vous leur donner le 9e et considérer que vous pouvez encore revendiquer les vrais résultats des élections? Vous avez vu au Cameroun, où des gens ont démontré des piles de CV non signés. Et pourtant, comme la Cour constitutionnelle est du côté du pouvoir, la Cour constitutionnelle a validé. Mais qu'est-ce que Maurice Kamto a pu faire? Rien. Donc, on dit chez nous, et je ne sais même pas comment je vais l'exprimer, quand tu vois la chose ramper sur le ventre, ne prends pas le temps de demander si c'est un serpent. Parce que le temps de venir bien voir si c'est Avron qui là, si te mange. Donc, pour nous, ça pour deux les soigner. On va bien se mettre des temps. Merci beaucoup. Eh bien, hier, la coalition a été en conférence de presse. Vous avez sorti une déclaration liminaire qui ressasse un peu, qui relate votre insatisfaction sur un nombre de problèmes. Mais c'est la fin qui nous intéresse. Vous semblez, sinon vous appelez vos partisans à être à l'écoute pour descendre à la rue incessamment. Oui, tout à fait. Je crois que nos confrères sont même mes frères et sœurs. Au moment même où ils m'ont désigné ici, à midi, ils doivent commencer une réunion. Et cette réunion doit discuter des prochaines manifestations. Et en tout cas, moi je demande déjà à tous les Togolais d'être debout. Je ne participe pas à cette réunion, mais moi, si j'étais à cette réunion-là, ou si j'arrivais avant la fin de la réunion, ma volonté serait déjà de programmer 3 jours de série de réunions de Toussaint. Parce que Toussaint, c'est la fête des morts, c'est la fête... Attendez la décision que vos camarades auront prise. Non, que les Togolais commencent pas à se préparer. Parce que moi, une manifestation, par exemple, en noir, dans toutes les villes de ce pays, la veille de Toussaint le mercredi, le jeudi du Toussaint et le samedi de Toussaint, ça fera vraiment de l'effet. Mais on ira là-bas et puis on verra. Parce que les gens auront dit que nous avons entendu le député qui s'est dit sur Canal FM, alors que je ne sais pas si vos camarades vont prendre la décision dans ce sens. J'ai pas décrété des manifestations. Merci beaucoup. J'ai dit que ça pourrait être quelque chose de bien. Merci. Voilà. Ok, vous avez parlé au conditionnel. Oui, naturellement, je réfléchis à alors, haute voix. dans sa parution de ce matin, le confrère Focus Info, parlant de vous, de la coalition, Focus Info vous qualifie de marchand d'illusions. Jean Kissi. Mais comme Focus Info arrive à vendre du bon, je crois que ils font partie de ceux qui avaient vendu que nous prenions nos 4 et puis c'est tout. Bon, maintenant, je crois que chaque journal a le droit. Vous savez, il y a des électeurs, il y a des lecteurs dans chaque camp. Donc,
Si quelqu'un arrive à attirer les billets de tel camp, vous aussi, vous devez arriver à attirer les billets de tel autre camp. Donc, je crois que, voilà, nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Mais alors, si vous préparez vos militants sympathisants à descendre dans la rue, est-ce à dire que la coalition sort du jeu des négociations que conduit la CEDEAO? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. On est dans les négociations. Nous avons le président de la République, sonné par une situation, est passé par ses pairs pour demander le dialogue. Nous avons été ouverts au dialogue, nous restons ouverts au dialogue. Et si moi, je suis autant, comment dirait-on, autant peiné et révolté, c'est parce que je suis l'un de ceux qui travaillent ardemment à ce que ce dialogue aboutisse. Je suis celui qui travaille, qui, dans les coulisses, discute avec tel ministre. Quand on est en négociation, quand on fait une petite pause, on discute, on fait des choses. Lorsqu'on est sorti le 31 juillet, il y a plusieurs ministres, moi, qui m'ont approché, qui m'ont dit, mais cette fois-ci, on peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Et puis, ça n'a fait que 3 jours. On a vu qu'il y a un autre rouleau compresseur qui s'est déroulé, qui est allé dans le sens contraire de l'histoire. Alors, quand tu t'investis de tout ton corps à ce que ça soit bon et que tu vois ces résultats-là, naturellement que tu ne peux pas rester là à avoir le cœur en paix parce que le Togo regresse. Ce pays regorge de potentiel. Si on règle le problème togolais, même si ces gens perdent le pouvoir, le peuple va manger, eux-mêmes de unir aussi vont manger parce qu'il y a du potentiel. Ce pays est potentiellement riche. Il y a du potentiel. Et ils bloquent le pays. Avant, c'est les Européens qui sont venus faire la coupure de la coopération. Pour déficit démocratique, on vous dit, faites la démocratie pour qu'on puisse aider votre pays à éclore. Vous dites non, si c'est la démocratie, non, on préfère, et on fait coupure de la coopération pendant longtemps. Aujourd'hui, les gens viennent vous aider pour vous trouver un accord, et au lieu de le mettre en route, vous mettez en péril encore l'accord, parce que vous vous êtes dit dans votre tête, si on applique cette feuille de route-là, on a perdu les élections et on perdra le pouvoir. Oui, autre question, Sylvestre Béni? Oui, Jacques, ici, ça fait plus d'1 mois que ce problème-là dure. Je vais parler donc du problème de l'UFC. Il est vrai, je crois que hier, vous disiez que vous avez saisi donc le comité de suivi. Aujourd'hui, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui peut expliquer la lenteur, du moins c'est des membres du comité de suivi à se prononcer sur le cas togolais. Je répète encore une fois avant de répondre. Il n'y a pas de problème UFC. Ça n'existe pas. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, quand est-ce que vous avez vu l'UFC intervenir lundi? L'UFC n'a rien dit. Il y a un député qui était là-bas, il nous regardait. Il applaudissait même. Mais donc, il n'y a pas de problème UFC. Ça se passe entre le pouvoir et l'opposition à l'Assemblée. Donc, il n'y a pas de problème UFC. Mais nous considérons, comme vous le dites, vous dites jusqu'à quand le comité de suivi va réagir. Oui, la lenteur aujourd'hui. Voilà. Ce que nous disons, c'est que, vous savez, il y a des chefs d'État là-bas. Ils ne sont pas élus pour gouverner le Togo ou bien SAS. Vous regardez même chez Alpha Condé là-bas, les problèmes que lui-même il rencontre chez lui. Donc je crois que c'est les Togolais qui doivent agir pour que tout le monde se rue sur le problème. Et c'est la marche dans laquelle nous allons nous relancer. Mon souhait est franchement qu'on ne règle les problèmes avant que ça n'arrive à ce point-là. Mon souhait le plus profond, c'est que franchement, ce que moi j'avais cru, c'est que à partir de la feuille de route, on prendrait un processus qui ressemble à ce qui s'est passé entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Et ensemble, nous allons évoluer jusqu'à sortir de la crise. C'est ce que moi j'ai espéré. C'est ce que j'ai préconisé. C'est ce que j'ai toujours dit dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont en face, ils ont leur truc scellé et il faut autre chose. Il y a une dame, une auditrice qui insiste encore que nous vous relancions sur le fait que est-ce normal que la coalition bloque l'entrée des nouveaux membres à la CENI tant que le 8e poste n'est pas soldé? Est-ce normal que la coalition accepte le fait accompli? Parce que si nous rentrons avec les 7, les 9 que eux ils ont là-bas vont continuer par opérer. Ça veut dire que nous acceptons le fait accompli. Et nous savons qu'avec ça, là, le jeu est pipé. C'est-à-dire que ce que nous avons, c'est que c'est comme dans un match où on a besoin que l'arbitre soit juste.
Et quand vous laissez le 1 là à eux, ils ont 9 en cas d'extrême. Ça veut dire que tout le trio arbitral est de leur côté. Vous n'avez qu'un commissaire au compte sur les bancs de touche. Vous faites quoi? Mais si c'est comme ça, laissez-les seuls. Dites-leur, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir pour 10 ans ou 20 ans sans même avoir d'élection. Et puis on sait où on en est. Autre question, Jean Kissi, l'UFC dit qu'elle reste dans ce jeu de la CENI avec des arguments que ce parti développe. Pas plus tard qu'hier, nous avions eu Isaac Tchakpe qui s'est fait le porte-parole de l'UFC en la matière. Eh bien, l'UFC est dans le jeu et l'UFC dit également qu'elle a écrit à l'ANC depuis le 1er octobre pour que les deux parties s'assoient pour discuter. Alors, au-delà de l'ANC, est-ce que la coalition, pourquoi la coalition ne prend-elle pas l'initiative d'approcher l'UFC pour que vous parliez et peut-être que vous entendriez? L'UFC peut discuter avec tout le monde. Moi, avant même ces événements-là, j'ai discuté avec le président de l'UFC lui-même. On a parlé ensemble. Monsieur Olympio. Oui, on a parlé ensemble de l'évolution du Togo. L'UFC peut discuter avec tout le monde. Mais l'application de la décision de la CEDEAO n'a rien à voir avec Kofi ou Kodjo. Pourquoi vous voulez rendre ça partisan? L'application là, c'est parti eux qui est mis dedans. Comment voulez-vous que nous piétinions ou que nous foulons au pied les mesures de la CEDEAO pour commencer maintenant des discussions avec l'UFC? Pourquoi pas avec OBU? Et pourquoi pas avec le net? Non, vous biaisez le problème. Vous nous amenez sur une autre pente. Non. C'est juste pour que nous cernions tous les contours de problème, que chacun comprenne bien. Abbas Issaka? Ouais, j'ai dit, depuis toujours, monsieur Jean Kissi disait que l'UFC n'est pas un problème. Moi, je dis que l'UFC est le véritable problème dans cette histoire. C'est le problème, sinon ça devient même une angine dans la gorge et de la coalition et du pouvoir. Et ça fait que tout est bloqué. À cause de ce problème UFC qui dit je ne démissionne pas et qu'on ne me remplace pas. Donc ça devient un problème. Et ça fait qu'à l'Assemblée nationale, la dernière fois, il y a eu ce qu'on a appelé le kung fu. Parce que il y a au niveau de l'opposition, la C14 dit non, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous admettre dans notre chose. L'UFC refuse le retour à la censure, comme ça s'est passé en 2013 ou bien 2014. L'UFC refuse le retour à la censure parce que cette année, on veut prendre, on a pris l'ADI. Et pour au moins remplacer l'UFC. Et aujourd'hui, l'UFC, c'est le seul problème qu'il y a, que les deux, que ce soit au niveau de la majorité parlementaire ou de l'opposition parlementaire, les gens sont en train d'utiliser. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'UFC n'a pas un problème. L'UFC est un véritable problème actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Abbas, vous avez prononcé une phrase. Oui. Vous avez prononcé une phrase, hein, que ce soit du côté de la majorité présidentielle, que ce soit du côté de l'opposition, qu'on est en train d'utiliser. Quelqu'un utilise l'UFC pour poser problème. L'UFC n'est pas un problème. Alors, il faut que celui qui utilise l'UFC laisse le fait d'utiliser l'UFC, le problème est réglé. Et c'est pas vous. Non, mais ça c'est clair. Eh bien, Sylvestre, il y a ce problème de la CENI, mais il y a également le gros problème des réformes constitutionnelles institutionnelles dont nous parlons depuis l'APG, que la CEDEAO nous rappelle aussi, et actuellement, nous-mêmes, on a un peu oublié ça. Or, Liberté écrit aujourd'hui que ce problème de recomposition de la CENI n'est qu'un avant-goût des RICS en perspective sur les réformes constitutionnelles. Et vous faites encore plus alarmant, votre journal La Manchette, vous parlez de déconfiture totale de la nation, je vous trouve quand même un peu trop dur, et vous demandez qui pour éviter ce crash-là au Togo, Sylvestre Béni? Non, je crois que c'est une déconfiture totale, parce que lorsque vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois au Parlement, je me dis que c'est symptomatique de l'inimitié. On a vu des scènes beaucoup je vous dis plus, que c'est symptomatique de l'inimitié. Non, écoutez. Donc vous voulez que ce qui se passe de mauvais ailleurs, qu'on puisse quand même être fier de le transporter ici? Non. Donc ce qui s'est passé la dernière fois, c'est symptomatique de l'inimitié entre les Togolais. Donc il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse quand même élever les débats et sortir de ce cliché-là. Lorsque vous avez écouté le ministre Bawara qui disait la dernière fois que le gouvernement est prêt à toutes les éventualités, que le gouvernement s'est préparé à toutes les éventualités. Mais c'est fort.
C'est fort. Et de l'autre côté, et j'ai écouté aussi la coordination de la coalition qui dit que lorsque les gens se prennent comme ça, et finalement, c'est cette manière de se conduire qui va finalement les emporter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans des discours virulents au sein de la République. Donc, c'est normal que nous posions la question de ce matin pour qui pour arrêter le crash, parce que nous avons vu quand même le chef de l'État donc dans un avion. Finalement, nous nous sommes dit que c'est d'ailleurs même la photo qui illustre là, donc qui finalement pour éviter le crash. Maintenant, moi j'ai quand même une autre question à poser à Laurent ici. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est le problème de la CENI qui est sur le tapis, mais bien avant il y a les réformes. Vous venez de l'évoquer, ça, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. J'ai écouté certains membres de la coalition, notamment le professeur Goguet. J'ai échangé, notre rédaction a échangé avec lui, qui nous a dit qu'au niveau de la coalition, vous avez quand même une proposition de loi prête à soumettre donc à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les réformes. J'ai écouté également le camp d'affaires, c'est-à-dire le Parti uni. Eux aussi, ils ont dit que le gouvernement a déjà un projet de loi prêt en ce qui concerne les réformes. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous avec les réformes? Et là, je précise que déjà, il y a le ministre Barra qui a dit que la rétroactivité et tout ça ne seront pas comptables, ne seront pas quand même. La réforme, et pour compléter le tableau, il y a également l'expert en droit constitutionnel de la CEDEAO, je crois qu'il est là. Justement, alors dans tout ça là, est-ce que vous avez encore le temps de parler des réformes constitutionnelles, Jean Kissi? Bien sûr, il travaille aussi parallèlement avec nous. Alors, ce qui est un peu satisfaisant, c'est que dans les 2 chronogrammes proposés par la CEDEAO, les réformes passent avant toute élection. Et le calendrier des réformes, si mes souvenirs sont exacts, aboutissent le 30 novembre. Je n'ai pas les 2 chronogrammes devant nous. Et les élections vont au-delà. Donc, au moins sur le truc là, c'est OK. Sauf si maintenant les réformes prennent du retard et on précipite les élections. Mais dans l'ordre normal des choses, aujourd'hui, la date où on doit acter les réformes est bien antérieure à la date où doivent se passer les élections. Alors, procédure maintenant. Alors, nous avons rencontré l'expert constitutionnel. Et la procédure n'est plus dans nos mains. La procédure est dans ses mains. Il est venu nous rencontrer, il a rencontré les gens du pouvoir. Il a dans sa main ce qu'on appelle revue documentaire. Ça veut dire que tout ce que nous avons, les autres ont, etc., c'est lui qui l'a dans ses mains. Et il est en train de travailler dessus. En principe, au moment où il travaille dessus, nous espérions qu'il revienne à nous pour dire tel point, je le vois comme ça, tel point n'est pas compris, mais depuis on ne l'a plus revu. Donc ça veut dire que pour le moment, bon, il n'a plus d'appréhension, il peut travailler correctement. Mais quand il aura fini maintenant, il discute avec nous, et puis le document final, il le présente au comité de suivi de la CEDEAO qui le prend en compte pour les facilitateurs. Côté procédure, c'est ça, en fait, pour ce qui concerne les réformes. Alors, je reviens un peu à votre article, la manchette, quand vous parlez de déconfiture totale de la nation, je persiste que le thème quand même est un peu trop fort, mais il y a le confrère, la Dépêche, qui s'inquiète lui aussi, la Dépêche qui se demande, et si Faure Gnassingbé reprenait la main pour calmer le jeu? Ça veut dire quand même qu'il y a une certaine tension qui recommence à se faire sentir, et la Dépêche en appelle au chef de l'État pour calmer le jeu avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, nous arrivons ici au terme de cette émission. Le temps juste... oui, Abba Chizaka? Non, juste une question, parce que c'est tout comme si on arrive au bout du tunnel. Aujourd'hui, le lendemain, il y a encore une ouverture qui s'ouvre. Donc c'est un tunnel sans bout. Un tunnel sans bout. Et un autre problème surgit. Et on oublie l'essentiel. Tout à l'heure, on est en train de parler du problème de la CENI. Et c'est tout comme on est en train d'oublier les réformes qui tiennent à cœur les Togolais par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Cette crise de confiance-là, le député qui l'a dit tout à l'heure, le CAR avait proposé que les Togolais, les protagonistes au moins, puissent s'asseoir et discuter. Mais cette proposition a été rejetée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du CAR, on fait pour amener les uns les autres, surtout au niveau de la coalition, convaincre des gens, au moins nous sommes entre nous Togolais. Nous sommes entre nous, on peut s'asseoir, discuter de nos problèmes, parce que ce n'est pas quelqu'un de l'étranger qui va sortir de quelque part et venir résoudre nos problèmes. Nous connaissons, nous maîtrisons nous-mêmes nos problèmes, ce qui se passe dans notre pays, on sait ce qui se passe, mais
si on n'arrive pas à s'asseoir, parce qu'on dit que celui qui s'assoit et ceux qui s'assoient se parlent, c'est qu'ils vont trouver une solution à la fin. Mais si on n'arrive pas à s'asseoir et à discuter, Sylvestre a dit tout à l'heure qu'il craint, parce que il y a des inimitiés qui sont là, qui sont créées, et les gens n'arrivent même plus à s'asseoir alors que nous sommes tous fils d'un même pays. Qu'est-ce que au niveau du CAR on est en train de faire? Donc vous reconnaissez qu'il y a une déconfiture totale. J'ai pas dit. Il y a inquiétude. Non, c'est-à-dire que... Il y a inquiétude. Ah bah, il y a ce que... Oui, Jean Kissi, vous allez terminer en 1 minute. Oui, c'est Sylvestre Béni qui vient de donner une image ensemble avec SAS qui m'inspire quelque chose. Et ça va être une réaction personnelle et non du CAR. Il parlait d'un avion... Comment ça fait la description? Que le crash, mais que c'est le chef de l'État qui est à bord de l'avion, n'est-ce pas? Bon, il y a la manchette qui écrit arrêter, qui pour éviter le crash, et le confrère La Dépêche se demande et si le chef de l'État reprenait la main pour calmer le jeu. Exactement. Quand vous faisiez cette description-là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Vous savez, il y a un morceau religieux qui dit « Il est temps de s'élever, de s'approcher de Dieu, de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. » Le chef de l'État doit s'approcher de la volonté de Dieu pour sauver ce pays. Parce qu'après, c'est lui. Quand ça va tomber, c'est de ses mains que ça va tomber. Regardez, nous recevons les ingrédients de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la dernière fois, vous en avez parlé, mais vous n'aviez pas les éléments parce que vous n'étiez pas là. Parce que mon collègue avec qui j'ai eu des problèmes, il sortait, il disait, il me cherchait dans le couloir en disant que, mais il dit qu'il va m'envoûter, moi, Kabier. Mais lui, ce n'est pas une histoire de Kabier ou de Sud. Katania n'est pas Kabier pour moi. Katania n'est même pas togolais. Pour moi, Katania est citoyen de la CEDEAO. Katania est africain. Il n'y a pas pour moi de Kabier. Parce que le petit frère qui vient derrière moi, il est Kabier. Donc je suis Kabier aussi. Vous voyez, quand on est dans cette... Non, mais c'est pas possible que l'envie du pouvoir, c'est-à-dire que c'est moi qui garde ça. Si ça tombe de nos mains, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça qui va faire que du sang va encore couler et qu'il y a une feuille de route, mais on ne va pas le mettre... Non. Je crois qu'il faut que Fort s'approche de Dieu de gloire. Merci. Je viens de découvrir que si jamais vous n'êtes plus en politique, vous allez pouvoir vous lancer dans la musique. Il sera un pasteur aussi. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons une tradition. Notre invité qui nous tire sa conclusion. Et puis nous réceptionnons les cartons du jour des confrères. Nous avons déjà beaucoup dépassé le temps. Jean Kissi, vous avez fait l'effort de conclure en 30 secondes. Oh, j'ai conclu. J'ai conclu. J'ai conclu. Sur ce morceau-là, c'est de ma profondeur que c'est. Vous nous reprenez, s'il vous plaît. Je suis un mauvais chanteur. Non. J'ai personnellement aimé les paroles. Je ferme les oreilles sur la mélodie, mais les paroles, s'il vous plaît. Il est temps de s'élever, de s'approcher de Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Merci Sylvestre, votre carton du jour. Moi je voulais donner carton jaune. Carton jaune à tous les Togolais. À tous les Togolais parce que... Non, Sylvestre, aucune sanction n'est collective. Hein. Non, carton jaune à tous les Togolais, y compris moi, parce que nous sommes arrivés à un point où il faudrait quand même que nous réfléchissions avant de poser nos actes. Parce Merci. que, je l'ai dit... Vous rejoignez Euripide qui dit que... je retrouve un papier. Oh, je vais retrouver. D'ici là, votre carton, Abbas Isaka. Ouais, je donne un carton vers au Conseil national des patrons de presse qui a pu rassembler aujourd'hui. Ils sont en train même... Et les forces de sécurité et de défense et les journalistes... pour leur parler de la couverture médiatique lors des manifestations publiques. La collaboration entre les forces de l'ordre et
de défense et les journalistes. Merci. Ça, Carton vert à Okona pour cette action qui a cours actuellement. Gadiel, votre carton? Oui, la dernière fois, j'ai donné un carton rouge pour la gestion du marché acier d'Aïdogomé. Cette fois-ci, je donne encore un carton rouge pour la gestion du marché de Djanawe. Le flanc est est méconnaissable. C'est un marché de Djanawe. Oui, le flanc est méconnaissable. Pourquoi? En cette période de pluie, il y a plusieurs parties qui sont totalement inondées. Oui. Le marché est très sale. Il y a beaucoup d'ordures. On a l'impression qu'il n'y a pas de service d'entretien. C'est vraiment dommage. C'est pas une impression. Voilà. Donc, malgré les efforts de la NASAP, mais il y a un réel souci d'hygiène publique dans le métro. On ne peut pas voir l'image de nos marchés comme ça. C'est pas possible. Donc, carton rouge pour ceux qui sont donc, et au-dessus des marchés, il y a une structure qui gère les marchés. Oui. Les PAM. C'est les PAM qui gèrent les marchés. Donc, Sylvestre, votre carton doit aller, plutôt, Gadiel, votre carton doit aller à l'EPAM. Donc, carton rouge à l'EPAM. Merci. J'ai retrouvé la pensée, ce que nous dit Euripide. Le courage n'est rien sans la réflexion. Et pour terminer cette information, c'est le Libéral qui nous le donne. Le gouvernement se prononce sur la situation politique au Togo ce mercredi. Ça veut dire que nous avons de la matière pour le club de la presse demain, quand nous aurons écouté la position du gouvernement. Jean Kissi, merci à vous. À la prochaine. Vous dites notre gratitude à la coordinatrice de la coalition, Mme Adjamago Johnson, qui vous a chargé de cette mission. Vous irez lui dire comment vous avez rempli la mission, Jean Kissi. Et quant à nous, nous vous retrouvons demain jeudi à 11h. Il paraît que le recensement dans la zone 2 est prorogé pour jusqu'au 24 heures. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.